Merci de votre accueil. Donc Serge Choudoplatov, j'ai une obsession avouable, hein. C'est cette renaissance numérique, ce nouveau monde qui se construit devant nous. J'ai 2 métiers et demi. Mon premier métier, c'est j'adore faire des conférences, partager cette passion que j'ai sur ce nouveau monde. Mon deuxième métier, c'est je crée des startups. J'en ai créé 5. Une s'est très bien vendue à SAP, donc j'ai du mal de dire du mal de SAP. Les 2 dernières actives, une fait des jeux pour le monde des entreprises, pour mélanger de l'idéation et de la gamification. Donc l'idée, c'est qu'on apprend bien en se marrant et que le jeu est une des méthodes d'apprentissage les plus fortes. Et la dernière, Mantia, fait des apps pour des gens atteints d'Alzheimer, ce qui fait que j'habite à San Francisco en ce moment, en venant en France régulièrement. Alors, cette renaissance numérique, pourquoi d'abord la renaissance? Parce qu'il y a beaucoup d'analogies entre ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé à la Renaissance. La Renaissance, c'est un moment où la science et la technologie font des progrès extraordinaires. On invente le vilebrequin, la cale sèche, l'imprimerie, le parachute. On invente la perspective en peinture. Et André Vézal est un médecin qui remet en cause totalement l'acquis des anciens et qui redécoupe les corps humains avec des méthodes tout à fait nouvelles et redéfinit les bases de la médecine moderne. Et puis, c'est le moment aussi où l'ordre ancien, l'Église catholique, refuse de muter, où il y a une crainte parce que ces nouvelles technologies, cette nouvelle découverte du monde remet en cause tout un tas de croyances. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je veux dire, on fait des ordinateurs quantiques, on est la première génération à avoir vu des exoplanètes. L'équivalent à l'imprimerie, bien sûr, c'est Internet. Et puis, l'équivalent d'André Vézal, c'est les neurosciences. Maintenant, on commence à découvrir tout un tas de choses. Et pourtant, jamais, et ça se cristallise chaque année, jamais le monde ancien a toujours refusé de muter. Un taxi contre VTC, on l'a vu, mais pas que. Et on est vraiment dans ce que Gramsci, qui est un communiste italien, décrivait lorsqu'il disait « Il y a crise lorsque l'ancien refuse de mourir et que le nouveau n'a pas encore le droit de naître ». Et donc, on est dans ce moment passionnant qui est un moment de bascule entre un ancien monde et un nouveau monde. Et pourquoi le numérique? C'est ce je vais essayer de partager avec vous. Pourquoi le numérique est le vecteur de tout ça? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on est dans un monde qui a tendance à trop aller dans l'analytique profond. Il faut avoir une vision systémique. Alors, c'est quoi une vision systémique? C'est ça, hein. C'est à gauche, vous avez le guichet pour ceux qui n'ont pas de temps, et à droite, vous avez le guichet pour ceux qui sont pressés. C'est dramatique, hein. On se retrouve souvent du côté du guichet de droite, quoi. Alors, en fait, on est aujourd'hui dans un monde chaotique, hein, on le voit bien, hein, je veux dire, pourquoi on est dans un monde chaotique? Parce qu'il s'est passé un événement extrêmement disruptif qui est celui-ci. On a coutume de dire, vous savez, avant, c'est pas comme maintenant. Alors, c'est faux dans c'est vrai dans le champ de la science et la technologie. La science et la technologie construisent des corpus de connaissances qui fait qu'on s'appuie les uns sur les autres. Mais dans le champ de la sociologie, finalement, on s'aime, on se déteste, on commerce, hein, vous savez, d'à peu près la même manière aujourd'hui qu'il y a 2500 ans. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution des méthodes de vente, par exemple. Les méthodes de négociation, pareil. En revanche, voilà, il y a une véritable rupture. Quand moi je suis né, il y avait 2,7 milliards d'individus sur Terre. Aujourd'hui, on est à plus de 7. Hein, c'est pas moi le coupable, hein, je vous rassure. Ça aurait été un peu staccanoviste. Et 7 milliards d'individus dans un même vaisseau spatial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos journées sont bourrées d'interactions. On a plus de clients, plus de partenaires, plus de fournisseurs, plus de gens dans le métro, plus de gens dans les avions, plus de gens dans les rues, etc., 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 quoi. Et donc, il faut vivre avec ce nouveau monde qui est beaucoup plus hâtique parce que vous savez que le chaos, en fait, c'est la quantité d'interactions qui le crée, quoi. Une manière de le voir, d'ailleurs, c'est marrant, alors, c'est très parisien, mais quand moi j'ai appris à conduire, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Et puis la pression urbaine est arrivée, j'ai appris avec ce qui fait que maintenant je sais comment me comporter sur le périphérique. C'est grosso modo, on arrive et puis tu dis aux autres, tu te pousses et tu me laisses rentrer, quoi. Mais prenez un gamin de 18 ans aujourd'hui, il se prend ça en pleine poire. Et un gamin de 18 ans, il n'est pas à l'aise aujourd'hui pour conduire parce que justement tout ça c'est très très puissant et c'est très très violent, très chaotique. Alors c'est vrai aussi en termes d'information, hein. Ouais, j'ai trop d'emails, j'ai trop de ceci, j'ai trop de cela, et puis d'un seul coup, on a toute cette avalanche d'informations, alors que nous, la promesse, c'est ça, quoi. Hein. On aimerait bien que, grâce à la technologie, le monde ressemble à ça. Pourquoi il faut voir les choses différemment? Comment peut-on profiter au mieux de tout ça? Bien sûr, il faut changer, et moi, ce que je vous propose, c'est qu'il faut arrêter les modèles de planification.
À quoi ça sert de faire un business plan à 5 ans si on ne sait même pas quelle sera la température la semaine prochaine ? Je veux dire, alors oui, il faut des business plans, il faut des visions, bien sûr. Mais planifier, non. Je reprends à mon compte la version française de la célèbre phrase de Bertrand Russell, qui montre bien la fin des modèles de continuité linéaire. Tous les matins, loi du Périgord est 2 fois plus heureuse que la veille, jusqu'au 23 décembre. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où ce qu'il faut viser, c'est l'homéostasie. Alors, c'est quoi l'homéostasie ? C'est la propriété d'un système de rester en équilibre dynamique, voire même de croître, quelles que soient les variations de l'environnement. Et le plus bel exemple d'homéostasie, c'est le corps humain. Je veux dire, il y a un truc fascinant à propos du corps humain, qu'il fasse moins 10 ou plus 40 dehors, votre température interne est la même. C'est 37 degrés. En fait, ne change que quand vous avez la fièvre. Et donc, on voit bien que le corps humain réalise cette magnifique homéostasie. Et comment fait-il ? Eh bien, la condition première, c'est que tous les composants du corps humain s'échangent de l'information. Le cœur, la rate, le poumon, le rein, le foie, les yeux, la peau, tout ça, ça passe son temps à s'échanger d'informations. Et puis, quand ça ne s'échange plus d'informations, c'est le cancer et on sait où ça va, quoi. Et donc, moi, ce que je vous propose déjà aujourd'hui, c'est que pour atteindre cette homéostasie, la première condition, c'est dans votre organisation, quelle qu'elle soit, l'information et la connaissance doivent circuler le plus rapidement possible. Le plus vivement possible. Pour moi, en tant que créateur d'entreprise, moi, c'est ma première obsession. Est-ce que l'information et la connaissance circulent bien dans mes équipes ? Est-ce que les gens ont toujours accès à tout au bon moment, etc. Il y a une manière de l'illustrer que j'aime bien. 2003, championnat du monde d'athlétisme, 4 fois 100 mètres féminin. Et il y avait 2 équipes favorites, les américaines et les françaises. Et puis un consultant du BCG qui a fait une analyse intéressante, il a analysé les vitesses moyennes des coureuses. Eh bien, il n'y a pas photo, les coureuses américaines étaient 7% plus rapides que les coureuses françaises. Donc vous avez 4 femmes dans un couloir, 4 dans le couloir d'à côté, la première course plus rapide, etc. Bon. Et puis c'est les Françaises qui ont gagné. Alors la manière analytique de le dire, c'est oui, les Américaines couraient vite, ça veut dire qu'elles mettaient tout le sang dans leurs jambes et que quand il fallait passer le témoin, il n'y avait plus d'énergie. Mais la manière synthétique de le dire, c'est que ce qui fait gagner la course, c'est pas du tout la vitesse des coureurs, c'est la vitesse du bâton. Et que la vitesse du bâton n'est pas la moyenne de la vitesse du coureur. Et que si vous estimez que le bâton, c'est l'information et la connaissance, voilà, il faut que l'information et la connaissance, ça aille le plus vite possible. Alors vous savez, le monde à l'extérieur, un des grands impacts de l'Internet, vous vous rendez compte, c'est que l'innovation se fait de plus en plus à l'extérieur. Soyons honnêtes, le monde de l'entreprise est en retard par rapport à ce qui s'est passé dehors. Mais déjà, moi j'ai un premier truc. Alors j'espère qu'il n'y a pas de chauffeurs de taxi ici, parce que j'ai une certaine haine pour les chauffeurs de taxi. Enfin ça c'est un autre débat. Mais pourquoi ? Parce que les chauffeurs de taxi n'ont pas compris, c'est que quand on prend le taxi, surtout à Paris, il y a 2 moments de stress. Premièrement, c'est au moment de la commande. Est-ce que je vais en trouver un ? Est-ce qu'il va me prendre ? Est-ce qu'il va pas me dire « Ah non, c'est pas ma direction, moi je vais ailleurs » etc. Et le deuxième moment de stress, c'est quand on termine la course. Vous savez, si vous prenez le taxi, c'est que vous avez un avion, un train, vous avez un rendez-vous client, et vous êtes là, mais je veux pas le rater, mon avion. Puis quelqu'un qui vous dit « Ah, je prends pas la carte, vous avez pas la monnaie, je vous fais une fiche. » Alors il fait des pleins et des déliés. « Mais je veux prendre mon train, bordel !» Bon, je veux dire que ce soit Uber ou en ce moment, j'habite à San Francisco, je suis fan de Lyft. Ils ont résolu ça. D'abord, il n'y a pas de stress pour trouver le taxi parce que ça vous montre où il est. Et puis à la fin, comme tout est payé dans le réseau, vous avez quelqu'un qui vous dit « Monsieur, madame, au revoir et bon voyage ». Vous savez, en France, vous avez remarqué, il y a la dépose minute. Dépose minute, on sent déjà le flic avec le revolver sur la tempe qui regarde sa montre. Aux États-Unis, ça s'appelle « Kiss and Fly ». « Kiss and Fly », ça dit la même chose. Bon. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que premier truc qu'aujourd'hui le monde du numérique montre bien, la valeur n'est ni dans le produit ni dans le service, la valeur est dans l'usage. Et c'est cette valeur d'usage qui fait que, je dirais, vos clients passeront de nice to have à must have. Donc la valeur aujourd'hui, ni dans ce produit ni dans le service, c'est dans l'usage. Deuxième grande rupture, aujourd'hui le problème numéro 1, c'est le problème de la confiance. Et la confiance, c'est un équilibre instable. A et B, Serge et Brian se font confiance. Et puis un jour, Serge vacille un peu, Brian se dit « Est-ce que j'ai raison de faire confiance à Serge ?» Et puis du coup, il n'a plus confiance à Serge. Et du coup, Serge, il n'a plus confiance à Brian. Et Serge et Brian se retrouvent dans la case méfiance. Alors ça, équilibre remarquablement stable. Qu'est-ce que j'avais raison de ne pas lui faire confiance, etc. Bon. Donc, pour maintenir la confiance, c'est un équilibre instable, il faut mettre de l'énergie. D'où vient cette énergie ? 2 modèles extrêmes. Modèle un peu français, le chef.
L'autorité, le chef, le juge, Dieu, le père, papa, maman, etc. Chef, il y a un problème. Bon. Le seul truc, alors c'est bien parce que quand deux personnes ne se font pas confiance, bah, c'est au chef de résoudre le problème. Et du coup, il n'y a rien à faire qu'à attendre. Sauf que, comme je vous disais, on est dans un monde bourré d'interactions. Et que dans un monde bourré d'interactions, bah, au bout d'un moment, l'autorité externe, bah, elle s'épuise, quoi. Et ce modèle-là, alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de terme français véritablement, il n'est pas scalable. Or, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il faut privilégier les modèles qui sont scalables, quoi. Modèle plutôt anglo-saxon, la confiance vient du réseau. Quand eBay est né, c'était pas le seul site de vente aux enchères, eBay, il y en avait plein, sauf que ce sont eux qui ont inventé ce mécanisme de connotation des acheteurs et des vendeurs, qu'on retrouve partout aujourd'hui, dans Airbnb, dans tout un tas d'applications. Et qu'est-ce qu'a fait eBay ? eBay a dit, la confiance viendra de la communauté, et pas du tout d'une autorité. Et du coup, c'est un modèle qui est beaucoup plus facilement scalable. Troisième grande rupture, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai des cheveux gris, à l'époque où il fallait passer par un opérateur, le 22 à Asnières, etc. Bon, quand A et B voulaient communiquer, il y avait un opérateur de télécom qui était le tiers de confiance, qui vous disait, sans moi, tu n'arriveras pas à communiquer. Bon, aujourd'hui, on arrive chez un copain, Viber, WhatsApp, donne-moi ta clé Wi-Fi, et ça y est, on communique. Ça ne veut pas dire que l'opérateur a disparu, ça veut dire que son rôle unique de tiers de confiance a disparu. Vous savez que le monde de la transaction est en train de vivre ça. Aujourd'hui, vous voulez passer un ordre de banque, il y a une banque qui vous dit « sans moi, tiers de confiance, tu n'y arriveras pas ». Vous voulez acheter une maison, sans moi, notaire, tu n'y arriveras pas. Ben non. Alors la blockchain, bien sûr, mais tout ce qui est les mécanismes de confiance distribués, le monde de la transaction va subir le même changement de paradigme, c'est-à-dire que les tiers de confiance uniques vont disparaître parce que totalement inefficaces, quoi. Troisième grande rupture, pourquoi le paradigme communautaire est-il si important ? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1994, le bug du Pentium. Intel sort son Pentium, et puis il y avait un bug une fois sur 300 millions, il calculait mal. Bon, on devait dire c'est dans l'épaisseur du trait, sauf que quand vous avez des millions de clients qui ont des millions d'usages, au bout d'un moment, quelqu'un s'en est perçu. C'était un mathématicien, il faisait du calcul parallèle, et puis d'un seul coup, il change un PC par le Pentium, puis ça calcule moins bien. Et puis il arrive avec un tableur Excel où ancien PC, nouveau PC, il y avait une cellule qui donnait pas le même résultat. Donc il envoie son tableur Excel au service client d'Intel, et le service client d'Intel lui dit « Cher monsieur, rassurez-vous, nous sommes ISO 9001, casse-toi pauvre con, version Intel. » Bref, quoi. Bon. Et donc, l'ingénieur va sur un forum de discussion et poste son résultat. Évidemment, dans l'heure, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, il y a des milliers de gens qui ont dit « oui, je confirme, il y a un problème. » Et Intel a été obligé d'admettre, quoi. Alors, vous savez, justement, d'ailleurs, ceux qui connaissent la blockchain, c'est le fameux accord byzantin, qui structure la connaissance en 3 niveaux. Connaissance individuelle. Quelqu'un sait, un ingénieur savait qu'il y avait un problème. Connaissance collective, tout le monde sait. Mais oui, mais si Intel avait eu 10 000 clients qui avaient dit « Monsieur Intel, il y a un problème », il aurait répondu 10 000 fois « Rassurez-vous ». Ce qui était nouveau à l'époque pour Intel, c'est qu'il avait en face de lui non pas 10 000 clients qui savaient qu'il y avait un problème, mais 10 000 clients qui savaient que les autres 10 000 clients savaient qu'il y avait un problème. Et ça s'appelle la connaissance globale. Quelqu'un sait, tout le monde sait que les autres savent. Et bien justement, les médias traditionnels, la presse, la radio, la télé, ça s'arrête au niveau 2. Tout le monde a lu le journal. Bon. Mais Internet, de par cette faculté extraordinaire de faire circuler l'information et la connaissance dans les communautés, permet d'aller au niveau 3. L'économie aussi, on est dans un changement de paradigme profond. Ça, c'est un article de 2002 de Fortune, 5 éléments, combien ça coûte, combien ça pèse et combien ça coûte au kilogramme. Voilà. 37 centimes le kilogramme de rouleau d'acier, 38 $ le kilogramme de Mercedes. À cette époque, 9 600 kg l'or, 23 000 kg le kilo de Viagra et 85 000 dollars le kilo de Pentium. On le voit bien, on est dans des économies matérielles maintenant, où ce qu'on achète, c'est des brevets, de la R&D, etc. Alors, un jour, j'ai eu le malheur de dire que j'avais les moyens d'acheter 1 kilogramme de Mercedes, mais pas 1 kilogramme de Viagra, et tout le monde m'a dit, c'est dommage, il y a une continuité de service entre les deux. Enfin, ça, c'est un autre débat, quoi. Mais en fait, voilà, quand on partage un bien matériel, il se divise. Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. Et ça fait qu'on a d'un seul coup deux différentes. Alors, si vous me permettez de vous raconter une histoire,
Une histoire que j'aime bien parce que je l'ai remontée jusqu'au Moyen-Âge. Elle date du 9e, entre 9e et 11e siècle, un conteur turc qui s'appelle Nasreddin Hoxha. Mais cette histoire, je l'ai vue en Chine, en Iran, en Corée, au Japon, en Afghanistan. C'est la même histoire en France, en Angleterre. C'est le mendiant et le cuisinier. Et donc, c'est un mendiant qui arrive près d'un très grand restaurant, et ça sent bon. Mais le mendiant n'a pas d'argent. Sauf que le cuisinier est furieux de voir ce mendiant, et donc il sort et lui demande de partir. Le mendiant refuse, le cuisinier dit « alors tu vas me payer ». Alors là, le mendiant n'accepte pas, il commence à se taper dessus. On appelle les gendarmes et on les amène devant le juge. Le juge écoute les parties. Le mendiant dit « moi, monsieur le juge, j'ai pas mangé, donc j'ai pas à payer ». Le cuisinier dit « il n'a pas mangé, mais il a humé. Or, l'odeur comme la saveur est le fruit de mon expertise, et donc il doit payer ». Et oui, c'est intéressant, on est au Moyen-Âge et on voit déjà deux économies. L'une qui est une économie de la matérialité, on paye parce qu'on a mangé, et une qui est une économie de l'immatériel, on paye parce qu'on a bénéficié de l'expertise. Alors maintenant, mes chers amis, je vais vous torturer. Vous êtes le juge, vous faites quoi? Levez la main ceux qui prennent parti pour le mendiant et qui déboutent le cuisinier. Il y a beaucoup de généreux. Levez la main ceux qui prennent parti pour le cuisinier et qui font payer le mendiant. Il y en a quand même quelques-uns, ça va. Je vous rassure, j'ai un taux d'abstention qui est à peu près celui de l'élection municipale. Et donc le juge se tourne vers le mendiant et lui dit « donne-moi une pièce de monnaie ». Et le pauvre mendiant, la mort dans l'âme, ayant perdu son procès, donne au juge sa seule et unique pièce de monnaie. Le juge prend la pièce de monnaie, se tourne vers le cuisinier. « Tu as entendu, donc tu es payé ». Et il rend la pièce de monnaie au mendiant. Et en fait, quand on analyse cette histoire, la nourriture, c'est une économie matérielle. Donc le morceau de viande que vous mangez, personne d'autre ne le mangera. En revanche, l'odeur, on est dans l'immatériel. Il y a suffisamment de molécules dans l'air. C'est pas parce que vous humez de l'odeur que vous empêchez quelqu'un d'autre de la humer. Pareil pour le son. Quand Glenn Gould joue sur scène, qu'il y ait 1, 10, 100 ou 1000 personnes qui l'écoutent, vous n'empêchez pas les autres. Et en fait, le juge a très bien compris qu'il y avait un débat entre une économie matérielle et une économie immatérielle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette économie matérielle, c'est une économie de flux. Il faut du flux, du flux, du flux, du flux. Quand vous avez 1000 clients, vous avez 1000 transactions. Quand vous avez une plateforme avec 1000 membres, vous avez 1 million de transactions possibles. Ah ben d'un seul coup, on comprend Airbnb, on comprend Uber, on comprend toutes ces plateformes. C'est que c'est du flux, du flux, du flux, du flux. Alors vous savez, c'est le monde de la banque qui a commencé avec le peer-to-peer lending. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les grandes plateformes, mais Prosper. Prosper, il s'agit véritablement d'aider des gens qui sont dans le besoin. Brian parlait d'aider les gens, mais voilà, dès 2005, les plateformes s'intéressaient là-dessus. La plus forte aux États-Unis, c'est Lending Club. Lending Club, aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de dollars de nouveaux prêts par quarter, de prêts entre particuliers. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un monde aujourd'hui où le peer-to-peer lending s'est développé. Je ne sais pas si vous connaissez Kiva. Kiva, c'est des prêts à 0%. La moyenne des prêts, c'est 700 dollars. Pour des gens qui ont des petits business dans des pays assez pauvres. Bon, ben voilà, Kiva, aujourd'hui, c'est 950 millions de dollars d'argent qui ont transité depuis 2005, avec, ce qui est intéressant, un taux de recouvrement de l'ordre de 97%. C'est-à-dire, en clair, pourquoi des fois, ils ont même tangenté les 98, voire 98,5. Pourquoi est-ce que les taux de défaut sont si faibles? Pour une raison simple. La banque, elle a de l'argent. Donc, comme moi, j'ai plus d'argent, la banque, ils ont du fric, donc c'est pas grave, je ne rembourse pas. Là, c'est des amis qui vous prêtent. Là, c'est autre chose, on est dans un autre débat. Et donc, du coup, on se comporte différemment. La pression de la foule, du peer-to-peer, est plus forte que la pression de la hiérarchie, quoi. Est-ce que vous savez qu'en France, sur une plateforme de crowdfunding, quelqu'un a levé 1 million d'euros pour faire une centrale hydroélectrique? Donc, vous voyez, on n'est pas en retard là-dessus. Et donc, finalement, ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien dire, il y a des barbares et il y a les rentiers. Universel achète des artistes, transforme, revend des CD. Novotel achète des nuits d'hôtel, transforme et revend des immeubles et revend des nuits d'hôtel. Société Générale achète de l'argent, transforme, revend les prêts, Hertz, etc. Et enfin, vous avez Kickstarter qui met en relation des passionnés avec des gens qui ont des projets. Airbnb, Lending Club, Drivey. Et donc, ces gens-là, leur obsession, c'est monter la communauté. Sauf que la communauté, pour l'instant, elle est à gauche. Et à gauche, ce qui est dramatique, c'est que ce sont des clients, alors qu'à droite, ce sont des amis. Et là, d'un seul coup, on voit venir un monde avec tout un tas de choses qui sont de plus en plus intéressantes, quoi.
Mais en plus, la communauté, elle prend la main. Je ne sais pas si vous savez le point commun entre ces trois choses. À droite, vous avez Flight Radar. Vous savez, Flight Radar, ça vous permet de suivre les avions en temps réel. En temps réel. Beaucoup mieux pour savoir si vous attendez quelqu'un à l'aéroport. Aucune autre app que celle-là, parce que vous avez l'avion en temps réel. Ici, c'est, vous savez, quand vous mettez un disque dans dans un ordinateur, ça vous trouve la liste des pistes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, elle n'est pas du tout sur le disque. Le compact disque, contrairement au MP3, n'a aucune information méta. Et en bas, c'est Waze. Vous savez quel est le point commun entre tout ça? C'est du crowdsourcing. Flight Radar, ce sont des passionnés qui achètent des antennes à 500 $ et qui les interconnectent. Et puis un Suédois a eu l'idée, voilà, vous allez me donner toutes les données, vous allez les mettre sur un site. En haut, c'est un passionné, c'est quelqu'un, c'est un Vietnamien qui a eu une idée, qui a créé quelque chose qui s'appelait CDDB, Compact Disc Database. Voilà, je calcule une clé H, parce qu'il y a quand même quelques informations numériques sur un CD, nombre de pistes, et puis la communauté va petit à petit rentrer les informations sur l'artiste, le nom de l'album, les pistes. Alors après, ça a été repris par Microsoft, il y a eu des forks, mais c'est une communauté. Et Waze, c'est pas seulement que Waze vous dit par où il faut aller, c'est qu'en temps réel, vous envoyez des informations à Waze, et Waze fait de la répartition de charges, du load balancing, entre tout le monde. Et du coup, vous contribuez à ce que l'ensemble de la communauté, là où Bison Futé, encore une approche, c'est moi qui sais et qui dit aux autres, Waze, non, fait du load balancing entre les gens. Alors vous savez qu'il y a des entreprises qui se sont dit, tiens, ça c'est quand même génial, est-ce que je peux travailler avec mes clients? Pour moi, le plus bel exemple, c'est Lego Ideas. Lego Ideas, vous allez sur le site de Lego, vous déposez votre propre projet de Lego. Il y a un petit outil qui vous permet de le définir. Il n'y a pas d'imprimante 3D. Pour l'instant, ça reste un projet virtuel. Et la communauté vote. Et tous les trimestres, le comité exécutif de Lego regarde tous les projets à plus de 10 000 votes. Et si ça leur plaît, ça devient produit officiel de Lego et vous êtes rémunéré 1% sur les ventes. J'externalise ma R&D à mes clients. C'est quand même assez puissant, Et puis, de plus en plus, on va aller vers l'ubérisation de l'expertise. Vous connaissez peut-être des plateformes comme Innocentive, Présam, Maëver. Ce sont des plateformes où, finalement, pourquoi aller embaucher des gens techniquement très pointus alors qu'il y en a partout dans le monde et que sur certains projets très pointus, finalement, je peux les trouver. Moi, pour ma boîte, je commence à utiliser Upwork, pareil, pour avoir des expertises très pointues, Et puis, surtout, arrive l'intelligence artificielle, qui aussi est en train de bouleverser le monde. L'intelligence artificielle, d'abord, elle est partout. Je voudrais dire une chose. Vous savez que quand vous avez du spam, c'est mis dans votre dossier de spam par Google, parce que Google a des moteurs d'intelligence artificielle. Mais quand vous jouez à Cosaque, vous jouez contre l'ordinateur, vous jouez contre une intelligence artificielle. Vous savez que même maintenant, il y a des outils qui vous permettent de vous faire votre propre journal à vous, en fonction de quels sont vos désirs. Et puis voilà, vous avez des bots maintenant qui vous connaissent et puis qui vous font votre propre journal. Vous savez que quand vous êtes sur Amazon et qu'Amazon vous recommande des choses, c'est parce qu'Amazon a un moteur d'IA, Et puis il y a une boîte que je suis particulièrement de manière intéressante aux États-Unis, qui est à New York, qui s'appelle Lemonade. Lemonade, c'est une compagnie d'assurance. Voilà leur motto, 90 secondes pour être assuré et 3 minutes pour être remboursé en cas de problème, 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un moteur d'intelligence artificielle qui fait la chose, Et tout ça, ça va devenir de plus en plus puissant. Il y a l'intelligence artificielle, il y a le machine learning, et il y a le deep learning. Deep learning, c'est une véritable rupture. C'est 3 ruptures, le deep learning. C'est la combinaison de 3 choses. Premièrement, les cartes graphiques, qui vous permettent d'apporter la puissance CPU pour faire tourner des algorithmes très vite, La deuxième chose, c'est que vous avez dès maintenant des algorithmes, ce qu'on appelle les convnets, les réseaux de neurones convolutifs, qui vous permettent de faire des tâches de reconnaissance de plus en plus puissantes. Et surtout, la troisième chose, il vaut mieux beaucoup de données qu'un bon algorithme. Ça, c'est très puissant. Vous avez de plus en plus de bases de données. La première, c'était ImageNet. Aujourd'hui, 14 millions d'images taguées. Et la combinaison de tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme shift. On l'a vu avec IBM Watson, Apple et tous les grands noms maintenant sont là-dessus. Il y a une fonctionnalité dans Facebook qui est interdite en Europe, mais qui est autorisée aux États-Unis. Imaginons que quelqu'un prenne une photo de l'Assemblée, la pose sur son mur de Facebook. Facebook, si vous avez un profil Facebook, vous tag automatiquement. Donc, vous voyez la puissance du truc. Donc, vraiment, on est à... Combien de temps il me reste là? Il faut que j'arrête là, je crois, ou j'ai encore... Je suis le maître de cérémonie. On continue? Bien.
Maintenant, une fois ça, c'est quelques petits éléments sur comment se transformer. C'est-à-dire, OK, ben on fait face à ça, il y a... comment, alors, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle, hein, chaque entreprise se transforme de manière différente. Moi, c'est plutôt quelques principes que je voudrais partager avec vous, que j'ai vus au cours de mes pérégrinations dans le monde des entreprises. D'abord, vous savez qu'en entreprise, il y a un problème aujourd'hui, c'est le middle management. Non pas que les middle management sont mauvais, mais c'est la couche où s'exprime la tension entre le chef qui veut du reporting, et la base qui s'est mise en réseau, et puis qui dit, bah, moi franchement, toi middle manager, ta valeur ajoutée, je la vois de moins en moins, et ta valeur retranchée de plus en plus. Quoi. Alors moi j'ai une question pour vous. Quel est le métier d'Astérix ? Dans le village gaulois, tout le monde a un métier. Hein. Vous savez, le Obélix taille ses menhirs, le forgeron forge, le chef dirige, c'est un métier. Mais Astérix, qu'est-ce qu'il a comme métier ? Bah, Astérix n'a pas de métier, il a un état, il est guerrier. Et pourtant, vous enlevez Astérix, et le village gaulois se casse la figure. Et en fait, moi, je vous propose la chose suivante. Astérix, c'est le community manager du village. Et si vous alliez voir tous vos middle managers, vous disiez, bah, à partir de maintenant, tu n'es plus le chef de tes troupes, tu es l'Astérix de tes troupes. En plus, c'est positif, Astérix. Hein, et puis, voilà, quoi. Et donc, finalement, vous pouvez reconstruire une entreprise sur un mode communautaire avec des Astérix, quoi, hein, avec un sens commun et des fondateurs. C'est comme ça qu'on construit une communauté. Je vous rappelle le Tao de l'IETF, hein, Internet Engineering Task Force. Hein. On rejette les présidents, les rois et le vote. Bah oui, le vote, c'est une très mauvaise manière de décider. Hein. En revanche, je crois au rough consensus, c'est au running code. Quoi. Ben ça, vous pouvez vous inspirer de ça pour construire des équipes sur ce genre de choses. Quoi. Deuxièmement, oui, toutes les équipes, c'est des gens. Hein, c'est des gens. Allez, je vais te provoquer. Qui est-ce que vous avez envie d'embaucher ? Hein, vous avez besoin d'embaucher une équipe. Est-ce que vous avez envie d'embaucher ce genre de candidat ? J'étais enseignant à l'ESCP. Hein. Ou est-ce que vous avez envie d'embaucher ça ? Ça, vous voyez, c'est des geeks, hein, etc. On se dit, oh là là, ils ne présentent pas bien. Hein. Sauf que ça, c'est la montre Pebble. Ils ont levé 10 millions de dollars de précommande hein, sur Kickstarter. Comment ? Ils sont en faillite depuis peu, hein, parce qu'ils ont levé 20 millions de dollars. Ils ont quand même fait 10 millions de dollars de précommande. Voilà. Et moi, je vous rappelle la phrase que j'aime beaucoup de mon cofondateur Idriss Aberkan, les leaders écrivent les manuels, les suiveurs les lisent. Le problème, c'est que dans les écoles, on vous apprend à écrire des manuels. On vous apprend à lire les manuels, on ne vous apprend pas à les écrire. Quoi. Tiens, ça, c'est un truc que j'aime. C'est une histoire vraie qui se passe en Australie. C'est des gens qui avaient monté une campagne de crowdfunding, un mur pour gens atteints d'Alzheimer. Alors, c'était les concurrents de ma boîte, donc on n'aimait pas trop, mais c'est toujours intéressant à suivre les concurrents. 80 000 dollars. Le jour de l'ouverture de la campagne, ils ont la presse, la radio, la télé au niveau national. Vous imaginez, vous lancez un projet de crowdfunding, la presse, la radio, tout le monde buzz sur vous. Vous êtes content ? Ouais, ça les a tués. Pourquoi ça les a tués ? Parce que tout le monde s'est précipité sur la campagne. Ah, ils veulent 80 000 dollars ? Ah, ils en ont que 1 500. Le restaurant vide. On ne rentre jamais dans un restaurant quand il est vide. Il faut rester sous le radar. Hein. Ils ont terminé la campagne à 24 000 dollars. Failure. Pourquoi ? Ils sont devenus publics trop vite. Quand vous êtes dans un processus de transformation, il faut rester sous le radar jusqu'à ce que vous ayez la preuve que votre machin a marché. Hein, donc, ils auraient dû rester sous le radar jusqu'à ce que le restaurant était à moitié vide. Vous savez, il y a une règle dans le crowdfunding. Hein. Premier 20%, c'est les amis, et les 20%, les 40% d'après, c'est les amis des amis. Donc, ne lancez jamais une processus de transformation si vous n'avez pas déjà les 20%, etc. Tiens, question, comment vous allez réformer l'État ? En France, difficile. Eh bien, il y a un homme qui y arrive, Pierre Pezziardi. Je vous conseille d'aller lire sa note. Moi, j'ai écrit une note sur la blockchain, sur Fondapol, mais je vous conseille d'aller lire sa note où il décrit comment il a fait ça. Aujourd'hui, le gouvernement français vous propose des Open API. Hein. Faut le savoir, ça. Hein. Et c'est grâce à lui. Comment il fait ? Il s'appuie sur les indignés. Il va voir les gens qui ont des projets. Tu as un projet génial, je te file un programmeur sur 6 mois et tu développes un proto de ton projet. Méthode rapide, méthode agile. Hein. Pas de plan, juste de l'essai-erreur. Hein. Trial and error. L'homme qui déplace les montagnes commence par bouger des petites pierres. Et c'est comme ça que vous allez transformer. Ne croyez pas au grand processus de transformation. Fonctionnez par petites pierres. Voilà, et puis l'équipe, pareil. Vous connaissez Crossing the Chasm. Hein.
Et moi, j'ai une règle que je dis toujours aux gens. Quand vous êtes dans un processus de transformation, ne perdez pas votre temps à convaincre. Passez votre temps à chercher les convaincus. Tiens, j'ai un projet génial, t'es prêt? Ah oui, mais non, tu comprends. Ok, je reviendrai l'année prochaine. Tiens, j'ai un projet génial, c'est ce que je voulais faire, je t'embauche. Et vous savez, les convaincus, ils sont partout dans la hiérarchie. Donc voilà, donc grosso modo, passez à la communauté, managez par la confiance, soyez sous le radar le plus longtemps possible, progressez à petits pas, et puis cherchez les convaincus, et surtout éduquez. Et là, je terminerai sur pourquoi j'ai fait une boîte qui travaille dans le jeu. C'est inspiré, moi je crois beaucoup au jeu comme meilleure méthode d'éducation. Je ne sais pas si vous connaissez cette très belle histoire du sida du macaque. Le macaque a un sida qu'il est très important à comprendre parce que c'est la clé pour comprendre le sida de l'être humain. Et il y avait une molécule en 3D, un virus, une enzyme, dont on connaissait la formule à 2D et qu'il était très important de comprendre, mais la vision 2D de la molécule ne sert à rien. En biologie moléculaire, il faut avoir la formule 3D de la molécule. Et passer de la molécule à plat à la véritable molécule en 3 dimensions, c'est extrêmement compliqué. Pendant 15 ans, tous les chercheurs du monde entier, les plus grands biologistes, ont séché sur quelle était la formule 3D de cette enzyme. Jusqu'en 2011, où l'université de Washington à Seattle a eu l'idée d'en faire un jeu. Pas un jeu pour des biologistes, un jeu pour des gamers. Et donc, il y avait des équipes qui étaient ensemble, des équipes de 20 personnes, et il fallait tordre, ça s'appelle Fold It, il fallait tordre la molécule, et bien sûr, les chercheurs avaient inventé une fonction énergétique qui faisait que lorsque vous repliez les brins de la molécule, il y avait une nouvelle énergie qui était calculée. Et l'idée, c'était, quand on avait l'énergie maximum, on avait trouvé la formule. 10 jours. En 10 jours, une équipe de joueurs a trouvé ce que 15 ans de chercheurs n'ont pas réussi à faire. Et vous imaginez ce que c'est. C'est pas que les gens étaient des bons biologistes, c'est qu'ils avaient cette espèce d'idée de jouer, de s'amuser et de tordre le cou à la molécule. Alors bien sûr, les chercheurs, après, ont validé la molécule 3D, quoi. Et maintenant, d'ailleurs, le jeu est utilisé autrement. Les chercheurs donnent des enzymes de synthèse aux joueurs, et les joueurs améliorent l'efficacité de l'enzyme de synthèse, quoi. Tout ça en jouant. Et donc, moi, je dis toujours que le jeu, c'est fun, c'est engageant et c'est collégial. Alors, aujourd'hui, c'est ça dont les gens veulent. Ils veulent du fun, ils veulent du collaboratif et ils veulent de l'engagement. Que ce soit vos clients, ou vos salariés, tout le monde veut ça, quoi. Et moi, je dis toujours, le jeu, c'est la fibre optique de l'apprentissage. Et donc, je voudrais terminer en rendant hommage à un homme extraordinaire, Pierre Teilhard de Chardin, qui, en 1921, avait écrit: il y a la géosphère qui nous soutient, il y a la biosphère qui nous apporte les chaînes alimentaires pour survivre, et, écrivait-il en 1921, viendra la noosphère, qui est la sphère de toutes les idées interconnectées. Eh bien, je pense que la renaissance numérique que nous vivons, c'est que nous avons maintenant tout dans nos mains pour construire cette fameuse noosphère, cette sphère de toutes les idées, de toutes les intelligences interconnectées, qui pour moi est la seule raison de résoudre tout le merdier qu'on est en train de laisser aux générations futures. Donc la vie est belle. Merci. Questions-réponses, si vous avez des questions. Questions ou pas de questions? Premier qui se lance, une première qui se lance, oui. Merci pour cette présentation, très inspirante. Vous qui êtes allé voir dans plusieurs cultures la façon de penser de chacun, est-ce que vous pouvez y voir une raison d'espérer que finalement, que ce soit en Corée, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, on peut recréer la noosphère, on a finalement la même vision, ou bien il y a des freins culturels tels dans certaines cultures, certains pays, certaines régions du monde, qui font qu'il y aura quand même 2 vitesses là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que de toute façon, il n'y a pas le choix. Parce qu'il y a comme une vérité profonde, c'est que, en termes de valeur d'usage, quand un système ne fonctionne plus, regardez même les systèmes communistes qui ont essayé de maintenir des systèmes qui n'étaient pas efficaces pendant longtemps, au bout d'un moment, ça craque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut plus tenir. Et donc, moi, je suis très optimiste.
D'abord par principe, hein, c'est que je dis toujours, vous savez, hein, le verre, pour le pessimiste, il est à moitié vide, pour l'optimiste, il est à moitié plein, et pour l'ingénieur, il est 2 fois trop grand. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais, et moi, je crois que non, je crois que le nouveau monde a du sens. Je crois beaucoup, c'est marrant, moi je suis à la fois un peu assez libéral dans ma manière de penser, moi je crois à l'entreprise, mais je crois aussi au partage. Et je crois qu'on arrive dans un monde où on peut et s'enrichir globalement et partager. Et je pense que quand les forces anciennes auront arrêté, les forces nouvelles, qui sont déjà là, hein, tous les exemples que je vous ai montrés, hein, que ce soit Kiva, que ce soit Landing Club, en France KissKissBankBank, etc., tous ces gens-là sont en train de construire le monde de demain. Et au bout d'un moment, ça ne pourra pas tenir, quoi. Le monde d'avant ne pourra pas continuer de tenir parce qu'il n'aura plus de sens, parce que surtout, encore une fois, ce monde nouveau, il est scalable. Et que c'est aujourd'hui un des problèmes à résoudre. Hein. On est 7 milliards d'individus. Voilà, mais à la limite, c'est en mettant de l'optimisme tous dans le réseau qu'on le construira. Vous savez, ce monde de demain, il n'est pas dans les astres, il n'est pas dans mes slides, il est dans la tête de tous les gens qui sont en train de le construire, quoi.